très heureuse de vous retrouver sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actualité Midi Mag. « 96 milliards de dollars, c'est le montant, milliards de francs CFA plutôt, c'est le montant que perd le secteur extractif du Sénégal chaque année pour cause des fausses facturations commerciales et les flux financiers. Et puis dans cette édition, il sera aussi question de parler de la conférence ETEC UEMOA qui a pour objectif de créer un écosystème fort afin de renforcer l'intégration technologique des startups. Vers une nouvelle ère, c'est le thème choisi par deux artistes peintres sénégalais résidant en France qui fêtent ses 22 ans de carrière. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, les pertes de recettes fiscales dans le secteur extractif a été l'objet d'une rencontre chaque année. Le Sénégal perd 96 millions de francs CFA à cause des fausses facturations et des flux financiers illicites. Et pour lutter contre ces menaces, le gouvernement du Sénégal a pris des dispositions passibles à des sanctions. C'est un reportage signé Louise Bitsa. Cette conférence est un cadre d'échange et de partage dans le but de créer un écosystème fort afin de renforcer l'intégration technologique des startups et du système éducatif au Sénégal et au Bénin. Elle a pour objectif de mettre en lumière les solutions EdTech développées par les fellows du programme, de favoriser les échanges entre les entrepreneurs, les investisseurs, les éducateurs et les décideurs publics, d'identifier les opportunités de collaboration et de partenariat pour accélérer le développement de la EdTech en Afrique de l'Ouest francophone. La Fondation Mastercard, à travers Etrilabs, se fixe comme objectif d'accompagner sur une période de 5 ans 36 startups en EdTech afin de révolutionner la technologie de l'éducation dans les deux pays. La Mastercard Foundation EdTech Fellowship à Etrilabs accompagnera pendant 5 ans 36 EdTech qui développent des solutions innovantes pour répondre aux défis éducatifs de notre région. Ces entrepreneurs bénéficient d'un soutien financier, d'un mentorat personnalisé et d'un accès à un réseau d'experts. Préoccupé par les questions qui touchent aux innovations technologiques, le gouvernement du Sénégal se dit prêt à accompagner le programme pour l'atteinte de ses objectifs. Le Sénégal est résolument tourné vers l'accès à l'éducation pour tous, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et une bonne gouvernance. Une importance accrue pour la recherche et l'innovation, la montée en puissance du numérique et de l'intelligence artificielle, entre autres. Mastercard EdTech Fellowship est un programme financé par la Fondation Mastercard et mis en œuvre par Etrilabs au Sénégal et au Bénin. C'était plutôt l'élément de Dame Silla qui parlait de la conférence ETEC UEMOA, une rencontre qui vise à favoriser les échanges entre les parties prenantes dans le domaine de la technologie et de l'innovation. Sur une période de 5 ans, 36 startups à ETEC seront accompagnées dans les deux pays, c'est-à-dire le Sénégal et le Bénin. Dame Silla était revenue sur les efforts faits par le gouvernement du Sénégal dans le domaine de l'innovation. Dans l'actualité aussi de ce jour, il sera aussi question de parler des pertes de recettes fiscales dans le secteur extractif et l'objet de cette rencontre a été aussi de signaler les menaces qui pèsent sur le secteur extractif. Chaque année, le Sénégal perd 96 millions de francs CFA à cause des facturations commerciales et des flux financiers illicites. Et pour lutter contre ces menaces, le gouvernement du Sénégal a pris des dispositions passibles à des sanctions. Louise Pizza nous en dit plus. La fraude fiscale, la fausse facturation commerciale et les efforts déployés par les multinationales pour éviter de payer des impôts sont des risques de taille dans le secteur extractif. Le Sénégal perd par an environ 96 milliards de francs CFA à cause de la fausse facturation commerciale.
La fausse facturation des biens qui sortent et qui entrent au Sénégal pourrait causer des pertes de recettes fiscales importantes. Les flux financiers illicites, un problème non négligeable. Il est donc important que le Sénégal s'attaque à ces risques avant de se lancer dans des opérations de production pétrolière et gazière à grande échelle. Au Sénégal, ce qu'on a entendu, c'était que les fonctionnaires qui travaillent dans la DGID par rapport à la fiscalité minière ont un haut niveau de capacité. Ils ont bénéficié de plusieurs formations qui renforcent leur capacité, mais pourtant il n'y a peut-être pas juste assez de personnel. Pour y remédier, il est impératif pour le Sénégal de prendre tout un éventail de mesures, notamment renforcer son autorité fiscale, en particulier des douanes, et vérifier les comptes des fournisseurs de l'industrie extractive. Conscient des effets négatifs de ces pratiques, l'État du Sénégal, s'inspirant des normes internationales, a introduit dans sa législation interne, notamment dans le Code général des impôts, des dispositions qui traitent de ces faits et qui sont passibles de sanctions. Je vous renvoie à l'article, par exemple, 679 du Code général des impôts qui réprime ces pratiques. Les flux des fonds liés à la corruption, à l'exploitation minière illégale, au blanchiment d'argent et au contournement des réglementations peuvent également nuire au Sénégal de bénéficier de ces industries extractives. Direction Matam pour parler d'un accident de la circulation qui a fait un bilan de 4 morts et 17 blessés, dont 3 graves. Les blessés sont à l'hôpital Ourossogui. Thiorodian revient sur la situation. Les populations de travaux d'Endoudi, dans la commune de Ogo, se sont réveillées dans la douleur et la tristesse. Un accident tragique s'est produit environ vers 6 heures du matin. Bilan, 4 morts, dont un bébé de 1 mois et un chef de village. On a répertorié 4 cas de décès, dont un arrivé décédé ici dans le service. Les 3 sont décédés sur place. Maintenant, parmi ces décès, il y a un nourrisson de 1 mois. Voilà. Sinon, les autres, c'est une dame de 22 ans et 2 sujets âgés de plus de 60 ans. Il y a aussi 17 cas de blessés. Parmi ces 17 cas de blessés, il y en a 3 cas graves. 2 véhicules de transport en commun sont entrés en collision. L'un venait de Dakar et l'autre en partance pour la capitale. Je suis le chauffeur qui avait quitté Ourossogui. J'avais une voiture automatique et je roulais entre 90 et 100 km à l'heure. C'est l'autre voiture qui a dévié. D'ailleurs, c'est elle qui a occasionné cette collision. Je suis le chauffeur qui conduisait la voiture qui quittait Dakar. L'autre chauffeur quittait Fouta. Il roulait à vive allure vers les 5 heures voire 6 heures du matin. C'est ainsi qu'il m'a mis un coup de phare avant de rentrer dans ma voiture. Et sa voiture est tombée dans ma voiture. Je suis le seul à être blessé. Sur les lieux du drame, les témoins et les passagers reprochent au chauffeur leur manque de vigilance. Notre véhicule roulait sur la bonne voie parce que je suis témoin. Parce que moi, je ne dormais pas également. Il y a le véhicule qui quittait Dakar. C'est ce véhicule-là qui a laissé sa route et en bas de la route. Je suis de Donou. Personnellement, je remercie l'équipe qu'on a trouvée ici à l'hôpital de Ourossogui. Ils ont pris soin de nous depuis notre venue après l'accident. Nous ne pouvons que les remercier. Au Sénégal, en moyenne, près de 700 décès sont causés chaque année par les accidents de la circulation. Le facteur humain et la vétusté du parc automobile sont souvent pointés du doigt. Merci Thiorodian pour ce reportage. Et dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, des porteurs de projets ont pitché devant un jury important. Et c'est dans ce cadre qu'on a invité Madame Haoulata Ibrahima. Elle est spécialiste en santé publique et elle est aussi la secrétaire chargée des affaires administratives du pôle entrepreneuriat du club Leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal. Elle est la 3e lauréate du concours du projet organisé par le CLE en partenariat avec le Razit et Jocolabs.
Bonjour Madame Haolata. Bonjour. Merci beaucoup, merci d'être venue. Merci pour l'invitation également, ça fait un plaisir. Quand on parle de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça vous dit en tant que jeune entrepreneur, porteur de projet et qui s'active dans le domaine de la transformation des fruits? Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une semaine jonchée d'opportunités, d'occasions, d'apprendre de plus, de grandir, d'exposer aussi ses produits, mais aussi de rencontrer des personnes, des grands entrepreneurs et qui nous apprennent beaucoup plus, qui ont vécu beaucoup plus que nous et nous apprennent beaucoup plus sur le parcours. Alors, est-il facile d'entreprendre? Ce n'est jamais facile d'entreprendre. C'est un chemin vraiment très périlleux. C'est difficile, mais il le faut. Il le faut pourquoi? Il le faut parce que moi, je suis parmi ceux qui croient que le développement de l'Afrique passera toujours par l'entrepreneuriat. Voilà. En tant que jeune, vous évoluez dans le domaine de la santé publique. Bon, qu'est-ce qui vous a fait parachuter jusqu'à la transformation de ces fruits et... Ça ne m'a pas fait parachuter. On peut dire que j'ai allié profession et passion, l'entrepreneuriat et la santé publique. Parce que d'où vient cette idée de transformer les fruits en fruits 100% naturels, sans conservateurs et en plus consommables par les diabétiques. Il y a une nutritionniste qui s'appelle Anne Mogmore qui disait que la nourriture que tu manges peut être soit la forme de médicament la plus sûre et la plus puissante, soit la forme de poison la plus lente. Les sodas sucrés se sont ancrés comme habitude courante dans la vie de nombreuses personnes. Pourtant, au-delà de leur goût rafraîchissant, se cache un grand fléau pour la santé publique. Il y a de nombreuses maladies chroniques qui ont émergé à cause de cela. Par exemple, il y a le diabète, il y a le cancer du côlon, il y a l'obésité, il y a l'accident vasculaire cérébral. Tous ce sont des maladies favorisées par la consommation des boissons gazeuses, sucrées et bourrées de conservateurs. Il y a aussi un sucre que les vendeurs de jus utilisent pour la plupart du temps pour essayer d'économiser par rapport aussi au montant qu'ils doivent donner au boutiquier, je ne sais pas, pour l'achat du sucre et tout ça. Est-ce que aussi ce sucre est recommandé? Bon, ce qui est le plus bon, c'est que ça soit sans sucre. Parce que déjà, quand on mixe le fruit, ça double en indice glycémique. Donc, rajouter encore du sucre, c'est bon quand on utilise des fruits naturels et bio. C'est bon par rapport aux boissons gazeuses telles que les Fanta et le Coca. Mais ce qui est encore le plus mieux, c'est sans additifs, comme je vous ai dit. C'est sans additifs. Voilà. Alors, transformer des fruits, cela aussi nécessite un certain mécanisme qui accompagne aussi votre projet. Est-ce que aussi vous avez des moyens, des machines que vous utilisez pour la plupart du temps, ou bien vous le faites de façon aussi avec la main? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi une formation au sein du club de leadership et de l'entrepreneuriat. Et il y a 3 pôles. Il y a le pôle entrepreneuriat, il y a le pôle leadership et il y a le pôle leadership là-bas. On apprend d'abord le développement personnel, la prise de parole en public. Ensuite, il y a le pôle entrepreneuriat où vous partez d'une idée à la rédaction de votre projet. Et ensuite, le pôle TIC, c'est technique d'information et de communication. Donc, c'est à la fin, c'est dans ce cadre, à la fin de la formation, qu'on se lance, qu'on présente son projet. Vous avez compris? Donc, le projet n'est pas encore mis en place, mais on a fait le business plan et on était en train de pitcher afin d'avoir des investissements pour le mettre en place. Alors justement, en parlant du pitch, vous étiez 11 porteurs de projets. Donc par rapport aussi à la domination ou bien à la aussi prise de parole en public, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans ce pitch? Le mien? Oui. Je crois que c'est la présentation.
la présentation, la prise de parole en public, les soft skills. C'était noté sur plusieurs aspects, dont la prise de parole en public. Il y a aussi la faisabilité. La raison pour laquelle j'ai été troisième, c'est exactement ça, parce que on nous notait aussi sur la faisabilité du projet, si le projet est déjà mis en place ou pas. Voilà. Par contre, le pitch, ça a été impeccable. Ça a été impeccable. Oui. Bon, on sait que le CLE aussi avec Tanor, qu'on remercie aussi au passage, forme beaucoup de jeunes porteurs de projets dans plusieurs domaines aussi d'intervention. La lauréate aussi, elle est du CLE. Oui, elle est postulante. Voilà. Elle a été aussi, elle a développé quel projet? Je crois que c'est sur la transformation du mil en tchakré et aussi la transformation du bouilli. Le genre de choses, c'est un agroalimentaire transformation. Des céréales. Oui. Pourquoi les femmes, vous vous intéressez beaucoup dans le domaine alimentaire? C'est quoi? Vous êtes gourmandes, les femmes, ou bien? Non, on n'est pas gourmande, mais on dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, il faut d'abord commencer par cela. D'abord l'autosuffisance alimentaire. Ensuite, on pourra penser à autre chose. Alors, quelle est la place de la santé dans la transformation? La place de la santé dans la transformation. L'idée, c'était vraiment de... L'idée de ce projet, c'était d'apporter à l'organisme humain les vitamines et les minéraux nécessaires à un maintien de la bonne santé, sans pour autant utiliser des conservateurs, des produits chimiques pour la conservation, mais aussi de comment on dit ça? Vous ne voulez pas utiliser des produits chimiques pour la transformation? Qu'est-ce que vous utilisez à la place alors? La pasteurisation. Ah, la pasteurisation. Oui. Ok. Ça consiste à réchauffer le jus afin de tuer un maximum de microbes sans pourtant le faire bouillir. Et après la pasteurisation, ça fait 1 an de conservation. Alors, après être lauréate aussi de ce projet du CLE, quelles sont les perspectives? Mes perspectives en tant que lauréate, je compte aller plus loin avec ce projet et le mettre en place. Déjà, je me suis déjà lancée en entrepreneuriat depuis 2022. Je suis fondatrice de la marque Belly, une marque spécialisée dans la confection et la commercialisation des tenues de femmes pour cérémonie, des femmes hijabi, parce que nos sœurs ont du mal à trouver des habits pour aller dans des entretiens ou aller dans des événements comme celle d'avant-hier. Le premier commentaire que j'ai eu, c'est que vous êtes bien habillés. Et c'était Belly qui m'avait habillée ce jour-là. Voilà. Alors, quel est le conseil que vous donnez aux jeunes aussi qui voudraient s'intéresser dans le domaine de l'entrepreneuriat? Le conseil que je donne aux jeunes comme moi, c'est que, comme disait Chen Yang, n'abandonnez jamais ce que vous croyez être bien. Même si c'est difficile, faites le pas de plus pour vous et pour l'humanité. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a des gens qui sont là, des mentors. Rapprochez-vous, même si vous n'avez ne serait-ce qu'une seule idée, rapprochez-vous de ces gens-là. Le CLE est là pour vous. Il vous a ouvert la porte gratuitement. Ce sont des formations qu'on paye jusqu'à 200 000, 250 000, 300 000 et des millions pour les apprendre. Eux, avec l'équipe de coach Papa Tanor Dieng, ils le font gratuitement et pas que pour les Sénégalais, mais pour l'Afrique. C'est pour l'impact. Je vous remercie, Madame Khaoulata Ibrahim. Votre mot de la fin? Je vous remercie également. Mon mot de la fin, c'est que les gens ont tendance à caricaturer la jeunesse d'être paresseuse ou bien de fuir. C'est vrai qu'il y en a plein qui préfèrent aller en Europe, mais il y a d'autres qui sont là et qui veulent se lancer et qui font le tout. Donc nous, on fait notre part. C'est à vous de faire votre part. On vous attend. On a les idées. On rédige les business plans. On vous attend pour nous tenir la main, pour qu'on puisse mettre ces projets merveilleux
en œuvre. Merci beaucoup. Merci. Alors, je rappelle que nous étions en entretien avec Madame Haoulata Ibrahim. Elle est lauréate aussi du projet Clé dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et elle est classée 3e. Nous poursuivons l'actualité, mais cette fois-ci, c'est pour parler de Pape Gora Seck, dit Geuz. Cet artiste peintre sénégalais résident en France fête ses 22 ans de carrière à travers une exposition riche en couleurs et en enseignements. Geuz incite les gens à être beaucoup plus tolérants et à inciter aussi les jeunes à aller vers la quête de la paix. Yariba Saoussé. Avec de la peinture acrylique et du papier mâché, Geuz réalise des toiles qui parlent à tous. À travers une exposition riche en couleurs et en émotions, il appelle à la réconciliation des cœurs. Pape Gora Seck alias Geuz vous invite, vous les citoyens, à la réconciliation pour la préservation de la vie humaine, le travail du bienfait, l'amour entre nous et le respect des différences. Une exposition bien appréciée par ses visiteurs. Je suis subjuguée par ce tableau. Pour moi, dans mon cœur, quand je l'ai vu, j'ai ressenti une impression merveilleuse, comme si c'était le paradis, l'immensité et les anges. Voilà ce que je ressens dans mon cœur en regardant ce tableau. Je suis admirative. Il est très beau. La beauté de ces toiles inspire plus d'un. Alors moi, les tableaux qui me plaisent le plus, ce sont les tableaux que l'on voit derrière moi, les triplettes qu'il y a ici derrière. Et en fait, moi, ce que j'aime dans ces tableaux-là, c'est leur luminosité. Là, quand je vois le tableau, ça parle de l'unité. On se met dans la main qu'on se serre. Et c'est l'union qui fait la force. Ce tableau m'inspire beaucoup de choses parce que ça exprime l'Afrique contemporaine. À travers ce vernissage, Geuz, de son vrai nom Pape Gora Seck, rappelle l'importance du vivre ensemble pour la paix et la sécurité dans le monde. Plus de 2 décennies de carrière, l'artiste continue d'émerveiller les férus d'art du monde. Merci Yariba Saoussé pour ce reportage. À présent, l'actualité africaine qui est marquée par plusieurs événements. En Somalie, au moins 24 personnes ont perdu la vie dans un chavirement de bateaux. Par ailleurs, la crise dans l'est de la RDC se poursuit et à Luanda, les représentants du Congo, du Rwanda et de l'Angola ont discuté d'un plan harmonisé pour tenter de résoudre le conflit. En parallèle, au Mozambique, les manifestations contre le gouvernement ont conduit à une répression violente avec de nombreux enfants qui ont perdu la vie et des centaines d'autres arrêtés. Mamrou Djessamb. Le gouvernement somalien a annoncé que 24 personnes sont mortes dans le chavirement de 2 bateaux au large de Madagascar dans l'océan Indien. 46 personnes ont été secourues et les autorités travaillent à ramener les survivants et à leur fournir des soins. La plupart des passagers étaient de jeunes Somaliens en quête de meilleures opportunités à l'étranger, bien que leur destination reste inconnue. Une délégation somalienne va se rendre à Madagascar pour enquêter et aider les survivants. Ce drame s'inscrit dans le contexte croissant de migrations irrégulières depuis la Corne de l'Afrique, exacerbée par les conflits et la sécheresse. L'Organisation des Nations Unies s'est déjà alarmée de ces dangers, comme lors d'un naufrage en avril près de Djibouti ayant causé 38 morts. Le 25 novembre 2024, les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Angola se sont réunis à Luanda pour discuter d'un plan harmonisé pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce plan élaboré par les experts vise à neutraliser les FDLR, le groupe rebelle Hutu, et à retirer les forces rwandaises du territoire congolais. Bien que des divergences persistent sur le calendrier et la synchronisation de ces actions, la République démocratique du Congo demande le retrait immédiat des troupes rwandaises, une présence que le Rwanda nie. Une avancée notable a été la création d'un mécanisme de vérification des accusations d'agression. De plus, la MONUSCO a signé un protocole d'accord de soutien avec l'Angola.
Mozambique, la répression des manifestations post-électorales a causé la mort d'au moins 10 enfants et l'arrestation de centaines d'autres, selon Human Rights Watch. Les manifestations déclenchées par l'opposant Venancio Mondlane ont débuté pacifiquement le 21 octobre, mais la police a réagi violemment, utilisant des balles réelles, des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Parmi les victimes, une jeune fille de 13 ans a été tuée par balle après avoir été prise dans une échauffourée. L'ONG dénonce des détentions illégales d'enfants, souvent sans que leur famille soit informée. En tout, la répression a fait 67 morts et plus de 1350 arrestations en un mois. Merci Mamrou de Sambou pour cette revue de l'actualité africaine. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, avec d'autres numéros.